Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets, émission qui a lieu à 10h. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 8 mars. Dans 2 jours, nous aurons la BCE, c'est le rendez-vous de la semaine, mais en attendant, nous pouvons constater que la dynamique baissière de moyen terme est toujours pesante sur les indices boursiers. En effet, le SP500 a buté sous les 2000 points vendredi et encore en début de semaine. Le CAC 40 n'a pas passé les 4450 et reflue sous ce seuil. Le DAX fait également de même. Et tout cela à cause de fondamentaux toujours dégradés. Nous en avons discuté ensemble ces 3 dernières semaines. Il y a eu une tendance baissière de fond qui s'est mise en place en décembre, janvier, février. À partir de la mi-février, nous avons eu un rebond technique dans une tendance baissière de fond qui a duré 3 semaines pour à peu près 15% de rebond. Nous avons vu en ce début de semaine qu'il fallait être pragmatique, qu'on était sous des résistances. On pouvait soit vendre les résistances agressivement, soit attendre des signaux baissiers, ou bien attendre tout simplement que la BCE ait lieu jeudi. Pour le moment, des signaux baissiers sont donnés. Est-ce que ces signaux baissiers vont être renforcés par la BCE ou est-ce qu'au contraire, cette dernière engendrera un rebond acheteur? Nous verrons cela jeudi. En attendant, vous constatez bien à quel point la dynamique baissière de moyen terme reste bel et bien active. Et jeudi, peut-être que la BCE engendrera une hausse des marchés et fera retourner les indices en direction des résistances, voire un peu plus haut. Mais dans tous les cas, vous voyez bien à quel point, quand le CAC arrive dans la zone des 4400-4500 points, soit les cours de début d'année, à quel point le momentum acheteur s'essouffle et à quel point les fondamentaux refont leur apparition, et ce, malgré un rebond de près de 40% des cours du pétrole. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Comme d'habitude, vous pouvez utiliser les sections questions et réponses et chat en haut de votre écran pour me poser des questions tout au long de cette présentation. Enfin, sachez que le webinaire pétrole organisé jeudi dernier sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube d'ici ce midi. Comme d'habitude, nous allons voir ensemble les dernières news, le calendrier économique, passer en revue des actifs sur la plateforme, puis je répondrai à vos questions. Alors, quels sont les derniers chiffres économiques? Quelles sont les dernières nouvelles? Les exportations chinoises chutent de 20% et les importations chinoises chutent de 8%. Hier, je vous expliquais que le gouvernement chinois, depuis maintenant plusieurs semaines, fait tout ce qu'il peut pour communiquer au sujet du fait que la Chine est confiante sur le fait que dans les 5 années à venir, elle va réaliser une croissance stable de 6,5% par an. Je vous avais expliqué que c'était un souhait de la part des autorités chinoises et qu'elles faisaient savoir leur confiance dans leurs chiffres économiques, mais que nous avions la possibilité de douter de ces chiffres étant donné les dernières publications chinoises. Vous pouvez constater par vous-même qu'avec une balance commerciale qui est inférieure de 30% à ce qui était attendu, avec des importations en chute et des exportations en chute, on se demande bien comment la Chine pourrait atteindre 6,5% de croissance. Bonne nouvelle en Europe, les chiffres de la production industrielle allemande s'améliorent et ils sont ressortis supérieurs aux attentes. Bon point également, le Brent atteint les $40 après un rebond de plus de 38% depuis le 11 février. Le 11 février, c'était le point bas des marchés boursiers, c'était le point bas de nombreuses matières premières, à la suite duquel on a engendré des rebonds techniques majeurs sur les indices, sur le pétrole et sur certains métaux. Concernant les métaux d'ailleurs, et le cuivre plus particulièrement, Goldman Sachs envisage la fin du rallye haussier sur le cuivre démarré le 11 février également et invite les investisseurs à se placer à la vente.
Les bancaires sont de nouveau sous pression avant la BCE. Hier, je vous montrais Crédit Agricole, Natixis, qui avait rebondi de plus de 20% et qui était sous des résistances. Pourquoi est-ce que les banquières sont sous pression? Eh bien parce que les investisseurs doutent de ce que la BCE va faire le 10 mars prochain. Et puis, nombreux investisseurs, disons le consensus en général, attend de la BCE qu'elle baisse de nouveau ses taux. Or, des taux de plus en plus bas, eh bien, c'est une rémunération de plus en plus faible pour les sociétés bancaires. Et c'est également pour ça qu'elles sont sous pression. Je vous rappelle, tout comme le CAC, que les bancaires depuis 3 mois sont dans une tendance baissière forte, ayant perdu entre 30 et 40%. Et à court terme, les bancaires ont rebondi de 15 à 20%, mais cela reste un rebond technique dans une tendance baissière de fond. La situation des finances du Portugal commence à inquiéter, et puis je ne l'ai pas ajouté, mais les discussions concernant la Grèce continuent. Donc on a une Chine qui continue de ralentir, un rebond du pétrole qui atteint 40% et qui a bien tiré la hausse jusqu'ici, mais vous pouvez constater que le pétrole continue de monter et que les indices, eux, ont arrêté de monter. On a des bancaires sous pression, le Portugal et la Grèce qui continuent d'inquiéter. Donc nous avons un panorama fondamental qui continue bien évidemment de peser sur les indices boursiers. Côté entreprise, Casino est de nouveau sous la pression du fonds activiste Moody Waters, qui a publié de nouveau une note sur le groupe alors que la société publiera ses comptes demain. L'Atecoère a renoué avec les bénéfices en 2015 et s'appréciait de 3% ce matin. Séché Environnement a vu son bénéfice net bondir de 72% à 16,8 millions d'euros et était bien orienté également ce matin. Et puis Transgène, qui tente de rebondir depuis plusieurs séances, publiera ses résultats annuels ce soir. Côté chiffres économiques, donc on a vu ensemble la balance commerciale chinoise est ressortie de 30% inférieure aux attentes. Les importations, les exportations sont en baisse. Hier, on a eu également la publication du Sentix, le sentiment des investisseurs en zone euro, qui s'est dégradé. Ce jour, à 10h15, on a un discours du gouverneur Carnet de la Banque d'Angleterre qui fera bouger très certainement la livre et le FTSE d'ici quelques minutes. Et puis à 11h, nous aurons le PIB en zone euro pour le 4e trimestre 2015. Nous allons maintenant passer au graphique et nous allons voir quelle est la situation. Depuis donc 3 semaines, comme je vous le disais, sur le CAC 40, nous commentons ce rebond haussier. Et vous remarquerez que même si je vous ai à de nombreuses reprises parlé du fait que c'était un rebond technique en tendance baissière, et même si je me suis attardé parfois longuement sur les fondamentaux dégradés de moyen terme qui pourraient engendrer une chute, vous remarquerez que j'ai très rarement été baissier sur les indices ces dernières séances. Le seul moment où nous avons vu ensemble que les indices étaient en situation complexe était à 4300 points il y a un peu plus d'une semaine. Nous avions ensemble noté un Island Reversal qui avait d'ailleurs fait baisser le CAC 40 de 4300 à 4118 points, ce qui faisait 180 points, ce qui faisait 4,5%. Donc on avait bien vu ensemble une résistance, on a eu 4,5% de baisse et puis dès le lendemain, dans le redémarrage haussier, on avait vu que les indices restaient très forts et pouvaient continuer de grimper. Donc vous voyez bien que si vous êtes baissier fondamentalement à moyen terme et si vous attendez des signaux baissiers, il faut être patient, il faut laisser le temps au temps. Il y a un temps pour la baisse, un temps pour le rebond. Souvent, le marché boursier, comme ça, ce n'est pas une ligne droite, c'est des tendances majeures et des tendances mineures. Depuis 1 an maintenant, on est dans une tendance majeure baissière avec des baisses de 20%, des rebonds de 15%, des baisses de 20 à 30%, des rebonds de 15 à 20%. Et c'est donc pour ça que je vous invite à un maximum de pragmatisme et à une étude détaillée des fondamentaux qui sont en ce moment relativement dégradés. Je vous ai expliqué hier donc, que le CAC 40 était toujours soutenu au-dessus des 4380 points. Aujourd'hui, on a une petite faiblesse du CAC qui est venu chercher les 4360 points. Alors, comme je vous l'ai expliqué à de nombreuses reprises, on ne passe pas d'une tendance haussière à une tendance baissière. Le CAC 40 est toujours bel et bien haussier.
Et il peut être considéré comme haussier en journalier tant qu'il est au-dessus des 4350 points, soit les plus hauts de la semaine dernière, ainsi que la proximité des 50% du chandelier fortement haussier du mardi 1er mars. La zone des 4350-4360 points est une zone de soutien. Le CAC peut très bien latéraliser aujourd'hui, voire demain, en attendant la BCE. Et ensuite, avec la BCE, nous verrons si les cours repartent à l'assaut des 4460, voire en direction du gap annuel à 4600 points, ou si au contraire, après la BCE, en fin de semaine, nous cassons les 4350 points, nous validons un signal baissier et une possible reprise de la baisse de moyen terme. En théorie, la BCE devrait être accommodante. Qui dit BCE accommodante dit rebond ou hausse possible. C'est pour ça que j'invite les vendeurs qui auraient vendu la résistance des 4460 points ou qui auraient vendu ce matin sur les accélérations baissières à ne pas oublier de protéger leur position en cas de remontée des cours, en cas de spéculation avant la BCE. Je prends des gants car dans 2 jours, cette BCE est vraiment d'importance. Elle peut nous faire gagner ou perdre 2 à 3%. Elle sera source de signaux de moyen terme, je pense. Et donc, c'est pour ça qu'en attendant, il ne faut pas se presser. Je vais vous montrer le DAX. Voilà le DAX, donc tendance baissière depuis 3 mois, rebond technique depuis 3 semaines, presque un mois de rebond. On a échoué sous résistance et on revient vers support. Dans la zone des 9550-9600 points, on retrouve une zone horizontale de soutien, on retrouve le bas de canal sur le DAX. Donc de la même façon que le CAC est en train de consolider sa hausse récente, le DAX consolide sa hausse récente. S'il accélère sous les 9550 points, alors on aura des risques de retournement baissier et de reprise de la tendance baissière. Au contraire, s'il tient la zone des 9550 points avec la BCE, il peut très bien remonter vers 9850 points, voire en direction des 10 000 points. Pour moi, il y aurait 2 signaux baissiers potentiels. Soit on casse des supports et on accélère fortement, soit on remonte vers des résistances, voire les suivantes, et ensuite, éventuellement, on part à la baisse dans le sens des fondamentaux de moyen terme, une fois que la BCE aura soutenu le marché autant qu'elle le peut, car vous savez bien que si la BCE augmente son quantitative easing et délivre des liquidités sur le marché, cela ne va pas améliorer la balance chinoise, ça ne va pas améliorer le sentiment des investisseurs, ça ne va pas améliorer les statistiques économiques, ça va tout simplement soutenir artificiellement les marchés boursiers. Concernant le SP500, comme je le disais ce matin sur Twitter, on ne casse pas les 2000 points, certes, mais on est toujours dans un canal haussier. Il ne faut donc pas être présomptueux. La hausse est en place. Les acheteurs gardent la main pour le moment. Si par contre on venait à casser le canal haussier sur le SP500 et à passer sous les 1965 points, je pense que là, on aurait 1970, 1965 points. On aurait un signal baissier. Donc pour l'instant, le SP500 est haussier. Il reflue sous résistance, ce qui arrive et ce qui est légitime. Il peut stabiliser à plat. Donc soit dans les séances à venir, le SP500 va chercher son haut de canal ici, qui pourrait être un point de vente attractif pour les vendeurs vers 2030 points, soit le SP500 casserait à un moment les 1970 points et donnerait un signal baissier. En attendant, il reste haussier en données journalières. Donc on a un SP500 qui échoue sous résistance, un DAX qui échoue sous résistance, un CAC qui échoue sous résistance. Ces 3 indices-là passent de fortement haussier à un peu plus neutre, notamment en Europe, puisqu'en Europe sur le CAC 40, vous avez vu qu'on est sorti du canal haussier, qu'on s'est stabilisé à plat. Il y a la BCE dans 2 jours. La BCE a complètement la possibilité de faire remonter les cours. Peut-être que pour l'instant, ce sont des prises de bénéfices sous résistance. On peut très bien remonter par la suite avec la BCE, comme je vous l'explique. Et c'est une fois la BCE passée qu'on verra vraiment ce que les acheteurs ont dans le ventre, qu'on verra si les résistances sont dépassées ou si elles font de nouveau résistance. Et je pense que dans les 1 à 2 semaines qui viennent, on verra très vite si le momentum haussier perdure sur les indices, et s'il perdure, on verra si les acheteurs sortent ou non du bois. En tous les cas, vous êtes conscient des fondamentaux de moyen terme,
Conscient de la dynamique haussière de court terme et de ce qui la soutient, le rebond du pétrole et les spéculations sur la BCE. Vous avez vu que le rebond du pétrole perdure mais que les indices ne montent pas plus. Donc à court terme, il se pourrait que le pétrole arrête d'être un soutien fort. La BCE est donc la clé des marchés et ce sera jeudi 10 mars. On fera un live spécial pour ça et on verra ensemble quels sont les tenants et les aboutissants sur les marchés à la suite de ce rendez-vous. On va faire un bref passage par les actions, ensuite on va faire les matières premières et le forex. Dans les actions, on a aujourd'hui toujours des titres qui étaient haussiers avant, qui sont passés baissiers ensuite, donc sont sous pression. Vous voyez, Technicolor par exemple était dans une belle tendance haussière en 2015. Depuis début 2016, elle est en tendance baissière. Même s'il y a eu un rebond technique ces derniers temps, la baisse reprend car la dynamique est désormais baissière. Renault et Peugeot sont sous pression, donc les constructeurs automobiles, ce sont des titres quand même qui se sont très bien tenus ces dernières années. Regardez Renault, depuis 4-5 ans, on est dans un trend haussier. Moi, ce qui me choque, ce sont les puissants rebonds ici qu'on a à chaque fois qu'on touche les supports. Une fois, on est passé de 60 à 90 en l'espace de 5 semaines. Donc, les cours ont pris 50% très vite. Récemment, on a pris 20% très vite. Ce qu'on peut noter, par contre, sur un titre comme Renault, c'est que les cours plafonnent un peu. Voilà. Et si le CAC ne rebondit pas plus, Renault pourrait repartir à la baisse. Renault, pour moi, ça fait partie des titres qui sont potentiellement surévalués si on commence à avoir des chiffres économiques qui se dégradent. Car comme en 2008, quand il y a eu une crise, eh bien, les constructeurs automobiles avaient fortement pâti de cette crise. Donc on voit qu'on a sous pression tout ce qui est automobile, qui fonctionnait bien jusqu'ici. Donc c'est des prises de bénéfices. On voit un titre comme Air France qui était sous résistance de moyen terme qui reflue. Donc en gros, on a des prises de bénéfices sur des titres qui étaient fortement haussiers ou des titres un petit peu baissiers et les bancaires toujours sous pression un peu avant la BCE. Donc tout ça est légitime. Du côté des hausses, donc on a Valorec. Alors Valorec, c'est marrant parce que hier matin à 8,10 €, je vous disais de faire attention car on était sous résistance et elle pouvait baisser. Le cours a perdu 20% en séance pour venir clôturer le gap dont je vous ai parlé hier dans la matinale et hop, on est reparti à la hausse. Donc vous voyez, parfois on touche des résistances, mais si le support est très vite touché et testé, la hausse peut continuer. Donc hier, je disais attention à ceux qui étaient sur Valorec de ne pas être trop gourmands. La raison était simple, on a perdu pratiquement 25% en séance. Voilà. Donc quand je vous dis de savoir prendre des bénéfices et de remonter les stops, ça ne veut pas dire forcément de couper vos positions, ça veut dire d'être pragmatique et de savoir gérer une position quand le cours a pris 150% à la hausse. Eramet continue également de s'apprécier, même postulat sur Eramet, on a vu hier que le titre était en forte hausse en début de séance, puis qu'il avait consolidé ensuite. Et il est reparti finalement avec la hausse des matières premières en fin de séance. Donc des mouvements quand même qui sont forts, qui sont puissants. Eramet, ne l'oublions pas, était dans un canal baissier que je vous ai montré pendant des semaines. Et la semaine dernière, les cours ont réussi à s'en extraire, donnant un signal haussier par la cassure des 20 €. Depuis, le titre a pris 21%. Donc, des cours, des matières premières soutenues, des parapétrolières et Eramet, donc matériaux de base qui sont soutenus, Morel et Prom également, Technip également. Donc, on a des bancaires sous pression avant la BCE, des titres qui étaient bien montés où les investisseurs prennent des bénéfices, et puis on continue d'avoir un rebond technique sur tout ce qui est énergie et matériaux de base. Quand est-ce qu'est le prochain FOMC, me demande Alan? Ce sera la semaine prochaine. Ce sera la semaine prochaine et il y aura également un live à 18h45 car le FOMC sera à 19h. Mais je vous préviendrai de tout ça à l'avance.
Alors, dans les métaux, dans les matières premières, qu'est-ce qui monte le plus? Eh bien, c'est l'or, car l'or monte que les marchés baissent ou montent, mais quand les indices baissent, l'or a tendance à être particulièrement soutenu. L'or, comme je vous le répète depuis 2 mois, est l'actif le plus haussier de 2016. L'or a déjà pris 20% depuis le début de l'année, signe ainsi potentiellement son meilleur trimestre depuis 20 ans. Il y a vraiment eu un changement d'état d'esprit, un changement de paradigme sur l'or. L'or est le moyen de jouer les indices à la baisse. L'or est le moyen de jouer le rebond des métaux à la hausse. L'or est également le moyen de se protéger en cas de choc sur les marchés puisque l'or a un statut de refuge. Et également... l'or est coté en dollars, donc pour tous ceux qui pensent que le dollar va consolider et va partir à la baisse, eh bien c'est un véhicule intéressant. Donc ça fait beaucoup de raisons qui font que l'or est très recherché et l'or donc continue petit à petit d'évoluer à la hausse. On a vu la semaine dernière qu'on était sorti du triangle à 1245, on a vu vendredi en émission lors du NFP qu'on avait touché 1250 et que c'était un support et que ça pouvait repartir, et depuis ça continue à la hausse. Tant que l'or sera bien orienté, on peut entrevoir les 1300 au-dessus de nos têtes. Et je ne vois pas pourquoi l'or s'arrêterait sur ce seuil-là. Si les 1300, donc les plus hauts de début 2015, sont dépassés, une nouvelle accélération pourrait naître. N'allons pas trop vite en besogne cependant, mais en tous les cas, sachez que l'or continue d'être l'actif le plus haussier, car contrairement aux indices qui sont baissiers à moyen terme et haussiers à court terme, l'or est haussier en données hebdomadaires, en données journalières et en données 4 heures. Le platine continue d'être soutenu. On a vu récemment que platine et palladium étaient recherchés et opéraient un rattrapage par rapport au cours de l'or. C'est pour ça que vous voyez le platine qui est bien au-dessus de ses plus hauts récents alors que l'or n'est qu'un tout petit peu au-dessus. Donc pour ceux qui aiment bien les métaux, jouer l'or à la hausse, cela se conçoit, mais se diversifier également sur platine, palladium ou encore les cours de l'argent peuvent être des solutions de diversification. Les cours de l'argent, les voici. L'argent suit l'or, mais avec un temps de retard. Sauf que comme je vous l'ai expliqué récemment, quand l'or part vraiment très fortement à la hausse, il arrive que l'argent, en pourcentage, fasse mieux. Donc si l'or devait accélérer dans les séances à venir au-dessus de 1280-90, voire au-dessus de 1300, l'argent pourrait très vite rattraper son retard. Et si l'argent sortait enfin de son range de moyen terme compris entre 13,50 et 16,30, alors une forte accélération pourrait naître. Il y a quelque chose qui s'est passé sur le gaz naturel hier. Je vous laisse en prendre note. Je vous ai expliqué que le gaz était dans une tendance en ligne, donc c'était hier. Et on est sorti de cette tendance en ligne violemment à la hausse hier. Voilà. Donc, très factuellement, on est sorti d'une tendance en ligne à la hausse. C'est un signal de rebond technique et théoriquement, les acheteurs, tant qu'on est au-dessus de la borne haute du canal, gardent la main avec un potentiel de rebond. Le riz, je vais vous le montrer tous les matins, dans toutes les matinales, parce que le jour où le riz sortirait, s'il sort par le haut de son biseau descendant, ce serait un signal majeur avec à la clé une belle performance potentielle, puisque lors du dernier mouvement haussier sur le riz, les cours étaient montés de 30% en ligne droite. Donc j'attends avec impatience que le riz donne un signal, car le jour où ce sera le cas, ça pourrait aller très vite. Le sucre consolide sous résistance. Est-ce vraiment étonnant? On avait une résistance à 15, on s'est arrêté à 14,90. Le sucre qui avait pris pratiquement 20% en l'espace de 2 semaines respire un petit peu et c'est tout à fait légitime. Et concernant le pétrole consolide un petit peu aujourd'hui mais reste dans une pente haussière. Donc voici la configuration du pétrole, vous la connaissez bien puisque je vous l'ai répété tous les matins pendant plusieurs semaines. La tendance était baissière pendant 3 mois. On a matérialisé un double bottom avec une ligne de coup à 34. La ligne de coup à 34 a cédé vendredi en clôture et lundi la hausse a perduré et mardi aujourd'hui on consolide un petit peu.
Théoriquement, tant qu'on est au-dessus de 34 $, nous avons un double bottom. En analyse technique, on prend la hauteur du double bottom et on la reporte à la hausse, et cela donne 42 comme objectif théorique. Les résistances et donc les objectifs théoriques sur le pétrole WTI se trouvent à 37,50, 40, le seuil psychologique, et 42, l'objectif théorique par effet de balançoire. Néanmoins, si le pétrole venait à casser sa ligne de tendance haussière ici en bleu, je prendrai des pincettes et je commencerai à faire attention. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le pétrole reste bien orienté et on verra s'il reflue ou s'il passe en force la zone des 37 $. Et puis pour finir, nous allons parler des devises. Alors Thierry me dit, si le QE augmente pas, forcément hausse des marchés. Alors non Thierry, si la BCE n'augmente pas son QE ni en montant ni en temps, les marchés devraient être déçus. Les attentes du marché sont une baisse de taux, plus un quantitative easing en montant, plus potentiellement un quantitative easing en temps, voire même des nouveaux produits achetés par la BCE. Donc les attentes du marché sont extrêmement fortes. Il y a de grandes chances que Mario Draghi offre au marché une partie de ce qu'il attend. Par contre, il faudra qu'on voit ensemble jeudi si le marché paye ou non suite aux annonces et aux dires de Draghi. Et il faudra voir surtout si c'est une hausse construite et pérenne. Car on a déjà eu des rendez-vous de la BCE où Mario Draghi promettait des belles choses, augmentait le QE, et puis on faisait 2% à la hausse et le lendemain on partait à la baisse et on baissait pendant plusieurs séances. Donc si jeudi on voit ensemble que Draghi offre ce que le marché attend, qu'on monte et qu'on arrive très vite sous des résistances majeures, il ne faudra pas forcément passer haussier les yeux fermés en espérant qu'on aille beaucoup plus haut. Peut-être que les investisseurs ont acheté la rumeur concernant la BCE et vendront la nouvelle. En tous les cas, vous voyez à quel point je prends ce rendez-vous avec des pincettes parce que je pense que tout est possible. Donc, nous ferons très attention. Alors, je suis content car dans le palmarès des devises, dans les hausses du jour, on a l'AUD-NZD. Donc, souvenez-vous, l'AUD-NZD, je vous ai parlé de cette paire à plusieurs reprises. L'AUD-NZD était dans un triangle, on a réussi à casser la résistance des 1,0880 et à s'extraire par le haut du triangle. Ensuite on a consolidé sous la résistance et sous les plus hauts de fin janvier, et là on est en train de tenter de passer à la hausse. Donc pour le moment, si certains d'entre vous ont mis à profit le signal haussier par la cassure des 1,0880, vous avez théoriquement sécurisé vos positions et vous ne pouvez plus perdre. Si le marché monte, vous encaisserez des gains. Si le marché rechute, vous aurez protégé vos achats. Voici l'AUD-USD. Donc comme je vous l'expliquais récemment, un premier bon point sur l'AUD, c'était le fait qu'on n'ait pas cassé les plus bas de 2015. Donc début janvier, mi-janvier, déjà l'AUD donnait des signes de reprise. L'AUD ensuite a été soutenue par des bons chiffres économiques et par le rebond des métaux. Et l'AUD récemment, qui était dans un biseau coincé, a réussi à s'extraire par le haut d'un biseau ascendant, ce qui est relativement rare. Il est allé chercher sa résistance des 0,7380, puis il l'a dépassée et là il consolide. En tous les cas, il y a vraiment eu un changement d'état d'esprit sur l'AUD. On était baissier avant avec des cassures régulières de support. Et là, on a eu une fausse cassure de support et un redémarrage haussier violent. C'est la raison pour laquelle la hausse pourrait perdurer, notamment si le dollar américain consolidait. L'AUD, en tous les cas, tant qu'il sera au-dessus des 73,80, peut continuer de grimper en direction des 75,30, résistance majeure. Et on verra à ce moment-là si les acheteurs continuent d'enfoncer les résistances, auquel cas on visera les suivantes. En tous les cas, il y a vraiment eu un changement de paradigme sur l'AUD, comme on a pu en voir un sur l'or. Concernant l'euro-dollar, le voici. Donc, comme je l'expliquais hier encore sur BFM, la BCE ne fait pas forcément baisser l'euro-dollar. En décembre, Mario Draghi n'avait pas délivré au marché ce qu'il souhaitait. L'euro-dollar avait pris 500 points. En janvier, Mario Draghi a dit qu'il allait envoyer du quantitative easing. On a perdu 100 points, puis l'euro-dollar est reparti à la hausse.
Si Mario Draghi, cette fois, baisse les taux d'intérêt, augmente le quantitative easing et en temps et en montant, cela pourrait avoir un impact baissier sur l'euro-dollar. Ça pourrait le refaire baisser sous les indices 50 en direction des 1,09 voire des 1,08. Mais comme je l'expliquais hier sur BFM, ce qu'on peut noter, c'est que depuis un an, alors que tout le monde est baissier sur l'euro-dollar, la baisse n'agit plus. Il n'y a plus de tendance baissière de moyen terme sur l'euro-dollar, il est neutre. Donc ce que j'expliquais, c'est que si Mario Draghi déçoit les investisseurs, l'euro-dollar pourrait casser les indices 50 et accélérer fortement à la hausse en direction des 1,14, 1,15. Si Mario Draghi délivre aux investisseurs ce qu'ils souhaitent et qu'il fait pression sur l'euro, l'euro pourrait échouer sous indice 50 et refluer un petit peu. Mais à moyen terme, pour moi, tant qu'on est au-dessus des 1,08, il y a des espoirs haussiers puisqu'on a une dynamique haussière qui est née depuis le début décembre et depuis l'impulsion aussi donnée à 1,05. On peut d'ailleurs, je pense, tracer une sorte de petite tendance haussière comme ça. Donc si la BCE déçoit, on monte. Si la BCE fait vraiment un gros quantitative easing, l'euro pourrait baisser. Mais il pourrait baisser pour revenir sur des supports avant d'éventuellement repartir à la hausse. En tous les cas, je vous invite à faire attention au consensus qui est extrêmement baissier sur l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, lui, n'a plus vraiment envie de baisser. C'est en tous les cas l'impression qu'il donne. Le NZD-USD, on avait vu ensemble qu'il était dans un range. Il l'a cassé, mais pas très nettement. Ou du moins, on pourrait prendre les mèches ici et se dire qu'il est sorti et qu'il est en pullback. Mais il faudrait vraiment qu'il tienne cette zone de prix pour pouvoir repartir à la hausse. Sinon, on risque le faux signal. L'USD CAD continue d'être sous pression avec un pétrole qui rebondit. Néanmoins, je trouve que l'USD CAD ne baisse pas beaucoup par rapport à la hausse du pétrole. Et je me dis donc qu'à la moindre consolidation du cours du pétrole, l'USD CAD pourrait faire un rebond technique haussier. Donc pour ceux qui sont vendeurs sur l'USD CAD, n'oubliez pas d'abaisser vos stops au fur et à mesure de la baisse et de ne pas oublier de prendre des bénéfices. Car si à un moment on a un reflux sur le pétrole, l'USD CAD pourrait violemment rebondir, d'autant plus que les indicateurs se trouvent en situation de survente. Et puis l'USD Yen, pour finir, l'USD Yen, le baromètre des marchés, nous montre bien que les marchés ne sont pas au beau fixe, que la confiance n'est pas très forte. L'USD Yen arrive à rebondir plus ou moins depuis 2-3 semaines, du moins il arrive à se stabiliser. Vous voyez qu'aujourd'hui, dès que les indices repartent à la baisse, il repart également à la baisse. Si Mario Draghi fait remonter les indices boursiers, bien évidemment l'USD Yen pourrait remonter vers les 114, mais tant qu'on sera sous 114, les risques de baisse à moyen terme resteront forts. Donc, soit on échoue sous résistance ici on baisse, soit on remonte vers résistance avant d'éventuellement baisser. Mais vous comprenez bien qu'il y a plus de chances de la baisse, dans le sens de la dynamique baissière de moyen terme désormais baissière, qu'à la hausse, puisque à la hausse, c'est un simple rebond technique. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de nombreux actifs. On a parlé des tendances court terme et des tendances moyen terme. Vous voyez bien qu'il y a des actifs sur lesquels les tendances sont les mêmes à court et moyen terme et c'est donc beaucoup plus simple de trader dessus, alors qu'il y a d'autres actifs où on est à la croisée des chemins, comme sur les indices, avec des tendances baissières de moyen terme et haussières de court terme. Les métaux et les matières premières sont extrêmement intéressantes en ce moment. Le Forex peut délivrer des opportunités par moment. Et les actions, pour certains d'entre vous, sont aussi un bon moyen de se diversifier et de réaliser, comme je le disais hier, du stock picking, c'est-à-dire d'aller jouer des actions soit à la hausse, soit à la baisse en fonction des thématiques de marché. Voilà, nous avons fait le tour, j'ai répondu à vos questions. Sachez que le webinaire spécial sur le pétrole qu'on a fait la semaine dernière sera en ligne d'ici ce midi et sera publié dans la plateforme CMC, sur notre chaîne YouTube et sur les comptes Twitter CMC. J'espère qu'il vous plaira. En attendant, je vous souhaite un très bon appétit, une bonne séance de trading. On se retrouve demain à 10h pour la matinale pour faire le point. En attendant, très bonne séance à tous.